Voilà, donc nous nous retrouvons pour un nouvel après-midi d'entretien avec un philosophe, comme nous en avons pris l'habitude. Aujourd'hui, notre invité est Bernard Salignon, que je présente brièvement, même si s'il n'est pas besoin de le présenter quoi qu'il en soit. Bernard Salignon est professeur émérite des universités, à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. C'était le fondateur du master d'esthétique et psychanalyse dans cette même université, responsable du centre de recherche esthétique et éthique en psychanalyse. Et l'ouvrage bon, sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est un ouvrage qui a maintenant quelques années, mais vous savez que euh, dans ces entretiens, nous n'opérons pas sur le mode du plat du jour. C'est un ouvrage qui avait été publié aux éditions du Cerf en 2006, et je le montre, cet ouvrage. C'est donc de Bernard Salignon, dans la collection La nuit surveillée au Cerf, les déclinaisons du réel, la voix, l'art, l'éternel retour. Bernard Salignon est l'auteur d'une œuvre importante sur laquelle, aussi bien peut-être il aura l'occasion de revenir. Pour une raison ou pour une autre, à l'intérieur de cet entretien, je cite par exemple Temps et souffrance, aux éditions Thé et Tête, La cité n'appartient à personne, toujours aux éditions Thé et Tête, Rythme et art, avec les fusains d'Henri Gaudin, et puis alors un ouvrage sur lequel nous aurions pu aussi bien nous pencher, euh, parce que c'est un ouvrage important, philosophiquement parlant, c'est Parménide, Énigme de la présence, dévoilement de la pensée, publié en 1998. Je vais te laisser la parole, Bernard, on te salue, puisque le but c'est d'entendre l'invité, hein, avant tout. Mais avant de commencer, peut-être, je rappelle que nous avons l'habitude de retrouver le penseur du jour à chaque fois. Euh, D'abord, autour de ce que nous appelons une œuvre totem, une œuvre aimée dans la littérature ou dans les arts, avant de venir à l'ouvrage à proprement parler. Par conséquent, je te pose immédiatement la question habituelle à quelle œuvre nous renverrais-tu s'il fallait que tu nous dises ce qui t'a marqué d'abord dans les lettres ou euh, dans les arts? Merci de me donner la parole, que je ne garderai pas tout le temps, bien sûr, parce que la parole est quand même faite pour être débordée. Ces œuvres sont, je veux dire, sont doubles. Et c'est après coup que je me suis posé la question, non pas du double, mais de la bifurcation. Je vais directement au but. Je suis en première, je passe en terminale au lycée de Nîmes. Je suis très proche d'une librairie parce que j'habite loin et que je m'installe un peu le soir parce que je ne reste pas en études. Et là, je découvre en même temps, j'allais dire, euh, Reverdy et Heidegger sur le principe de raison, qui viennent de sortir. Nous sommes en 66, 67, oui, à peu près. Et là, je me dis que je comprends pourquoi, sans comment bien sûr, la littérature, le français, les langues, au lycée, non seulement elles m'ont pas ennuyé, puisqu'elles sont passées à côté. Donc aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui fait que cette bifurcation entre Heidegger d'un côté et Roverdi de l'autre a donné naissance, après coup, j'allais dire, à ce double emploi des signes. Parce que d'abord, que ce soit dans l'un et l'autre de ces livres, les mots que j'apprenais au lycée, que j'ai appris depuis avant la sixième, bien sûr,
les mots s'installaient lourdement. Ils étaient portés de signification. Ce qui était le but de notre enseignement reçu. Or là, les mots s'envolaient. Les mots sortaient de la page et volaient. Et volaient dans les deux directions, à la fois léger dans l'apparaître de la page chez Reverdy. J'étais très étonné quand j'ouvre ce livre. Euh, les mots se suivent, mais il y a des blancs, il y a des sauts, il y a des franchissements, il y a des décalages. Et le principe de raison met en cause la raison du principe. Donc déjà, je vais dire presque poétiquement, politiquement, j'avais trouvé que l'entrée dans le lycée laissait apparaître, comme ça dans la cour du fond, une sortie. Et donc, effectivement, les cours me sont parus rétroactivement comme étant non pas simplement non nécessaires, mais nocifs. Donc, je reste un peu 30 secondes sur ce double emploi. Euh, Reverdy, oui, parce qu'après, ça m'a ouvert à d'autres lectures poétiques, et le principe de raison, quand même, qui en son sein, qui en sa base, s'appuie sur un vers d'Angélus Silésius, repris poétiquement et philosophiquement par Heidegger, sur la rose fleurie parce qu'elle fleurit et n'a nul souci d'elle-même. Donc déjà, je veux dire, la sortie entre de ces deux ouvertures n'était pas livresque, elle était, comme je le dis peut-être ailleurs, elle était dansante, c'est-à-dire que ça bougeait. Les mots, je l'ai dit, les mots sortaient du texte pour aller vers un espace qui, en vol, me permettait, avec un jeu de mots peut-être ridicule, de, de ne plus être volé par le lycée. Parce que je trouvais que le lycée nous confisquait, si on avait quelque chose à dire, nous confisquait le vouloir dire, le pouvoir dire, pour nous donner à la place un savoir dire. Et donc là, j'ai compris, après rétroactivement, que ces deux auteurs ont été pour moi des points limites à Peyron, des points limites, c'est-à-dire c'est là où quelque chose finissait, le lycée finissait, et quelque chose commençait. C'est le même. L'endroit où la chose finit, c'est aussi l'endroit où elle commence. Voilà, j'ai répondu peut-être un peu trop longuement, mais j'essaierai, comme ça vient du début, je vais dire, c'est au début du fleuve qui prend son nom. Après, il roule, il avance, mais avec le même nom. Voilà. Moi, ce que je note, c'est cette phrase-là qui me frappe dans ce que tu viens de dire. Les mots sortaient du texte, enfin, chez Reverdy, chez Heidegger. Évidemment, avec Heidegger, on est dans euh, un type de philosophie qui, d'une manière ou d'une autre, échappe dès le début à la philosophie, comme si la philosophie n'était pas là pour dire ce qu'il faut penser, mais mener une expérience de la pensée en direction de ce qui est difficile à penser, ou qui peut-être lui échappe. C'est qui sait alors? C'est sur ce terrain maintenant que je te renverrai peut-être, puisque c'est le titre de ce livre, Des déclinaisons réelles, c'est la question du réel, après tout, là, que tu poses. Ce que je vois lorsque tu parles de sortir de la pensée, enfin, et de l'écriture de manière pensante, c'est que ce qui te travaille, et moi c'est ce que je lis dans les déclinaisons du réel, c'est le rapport à ce que j'appellerais l'expérience d'une rencontre avec le dehors. Le mot dehors est très présent, hein, puisqu'il intervient à propos de la voix, à propos de l'art, avant de passer à peut-être l'œuvre totem dans l'histoire des idées, mais d'une certaine manière, là, euh, euh, avec Heidegger, tu as déjà répondu à la question, enfin, tu fais coup double. J'aimerais qu'on s'arrête peut-être 2 secondes sur une formule dans le livre dans laquelle, et qui constitue cette formule, en quelque sorte, pour moi, la thèse de l'ouvrage, et une formule qui dit, je lis, je cite, le réel revient dans l'œuvre d'art, mais je pense que tu l'affirmerais de la même manière pour ce qui concerne
une œuvre philosophique, une œuvre théorique. Le réel revient dans l'œuvre d'art vers ce lieu des sensations que nous avons en naissant. Avec ta permission, je te dis immédiatement que cette réflexion me fait penser, me renvoie à une autre réflexion, tout à fait complice, je trouve, de Granel dans ses cours célèbres. Gérard Granel, donc traducteur de Heidegger, euh, philosophe, moins lu sans doute aujourd'hui, mais qui, sans qui peut-être des gens comme Jean-Luc Nancy n'auraient pas persisté en philosophie comme ils l'ont fait. Dans ce cours sur Kant de l'année universitaire 66-67, Granel dit, et tu vois que c'est une réflexion qui recoupe entièrement la tienne, il dit, le senti ne peut être senti que parce qu'il est différent. Hein, toujours cette question de la sortie. Il faut qu'il y ait d'abord un monde. Plus loin, il écrit, le réel triomphe toujours d'abord de toutes mes pensées. Ces mots qui sortent des textes, au fond, dont tu parles il y a un instant, là, dans ton avant-propos, hein, c'est ces mots qui sortent du texte, au fond, ils sortent au point de disqualifier leur dimension de signifiance. Est-ce que il est possible, je te pose la question, si tu veux, de manière abrupte, pour commencer, parce que, évidemment, ton, ton histoire personnelle, ton chemin de vérité est très marqué aussi par euh, les hypothèses et les tenants et les aboutissants de la pensée freudienne, de la psychanalyse. Est-ce qu'il est possible que, comme il en va pour l'expression la paix du soir chez Lacan, le signifiant puisse se produire dans le réel? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il existe un accès au réel hors des mots? Oui, déjà, bon, déjà, la question inclut en elle-même la réponse. C'est bien hors des mots. Alors, hors des mots, ça veut bien dire ce que le langage, les mots ou le signifiance ne prend pas en charge. D'abord parce que ça la chargerait trop et que les vrais mots s'allègent. Je dirais oui. Je dirais oui, oui, un oui, mais oui, à condition que les mots aient pour fin utile de nier ce qu'ils affirment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que pour qu'il y ait du mot, il faut qu'il y en ait au moins deux. Le mot mot, j'allais dire, est un paradoxe. Pour développer ou poursuivre un peu dans le sens où tu me mettais en relation textuelle avec Granel, oui, je dirais que je vais les associer avec Cézanne, hein, retrouver les impressions, les sensations que j'avais en naissant. C'est compliqué parce que naître, c'est passer, je ne vais pas plaire à tout le monde, mais d'un non-lieu, c'est-à-dire d'un enfermement multiple, le placenta, le cordon ombilical, la mère, enfin bon, peu, pas peu importe, mais c'est pas là l'important. L'important, c'est les coupures. Les coupures, c'est après détachement du placenta, coupure du cordon ombilical, qui sont des coupures physiologico-psychiques, j'allais dire, avec la coupure de la voix, du cri, coupure qui fait qu'à un moment donné, l'air rentre et ressort. Inspirer, expirer. Et peut-être que le réel, c'est au moins ce que je pense, le réel, là, se donne ou s'adonne à ce temps prendre, jeter, prendre en soi, jeter hors de soi. Alors peut-être que le réel, c'est ce qui se construit autour, avec et par ce mouvement de l'air, qui passe à travers les lèvres, bien sûr, et qui au départ nous fait crier l'enfant, puisqu'on sait dans un autre domaine que je connais un peu, que que les autistes ne crient pas. Les enfants autistes ne crient pas dès leur naissance. Quelque chose leur est
impossible parce qu'ils sont happés par le réel. Bon, c'est un peu rapide, ça, hein, c'est trop vite dit pour être vrai. Alors, oui, ce réel qui a, je dirais presque, du pré, prédiscursif, pré-langagier, quand il fera retour de plusieurs manières. La première, c'est qu'il fait retour dans la médiatisation que nous avons, je dirais, de ce qu'est le double aspect du Dor. Alors, si besoin, j'expliquerai ce double emploi du Dor. Mais autrement, il fait retour le réel. On le voit bien dans certaines formes d'hallucination psychotique. Et là, je pourrais avoir une piste très, très étrange. C'est que les dieux n'ont jamais écrit. Les dieux ont parlé aux hommes, aux femmes, mais n'écrivent pas. Euh, Cela dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la religion se bâtit sur un réel non symbolisé. Après, bien sûr, après il y a l'après. Après, il y a l'institution, le dogme, après, après tout ce qui vient recouvrir cet impossible. Euh, ce second, le troisième rapport de l'être au réel, c'est l'art. L'art, parce que, je le dis un peu, je vais le dire rapidement, l'art ouvre des brèches opératiques dans le réel, non pas pour s'en débarrasser, mais pour le côtoyer, je dis le tutoyer. L'art tutoie le réel, qu'il passe par du poème, qu'il passe par la peinture, la sculpture. Il y a peut-être un endroit où ça passe pas, c'est l'architecture. L'architecture, c'est peut-être pas un art. Ouais. Tous les arts participent de ce tutoiement du réel qui, alors, je vais clore cette petite partie rapidement, qui, dès le début de notre civilisation, la nôtre, j'allais dire, commence par les muses. Les muses n'écrivent pas, elles parlent. Ô muses, raconte-moi la colère d'Achille. Les muses qui parlent à Hésiode. Ces voix, nul ne les a entendues, sauf le poète. Alors, c'est pas tant qu'il est halluciné, c'est que, ben, je veux le dire d'une manière très condensée, la voix s'entend, la parole s'interprète, le silence se lit et le bruit s'évite. Donc nous sommes là dans la voix qui s'entend. Mais cette voix ne parle pas à tout le monde. J'allais dire presque elle est plutôt du côté du mutisme que du côté de la prolifération vulgaire et qui va à volo. Donc je ne dis pas que le poète il est un parmi d'autres, mais il est surtout un. C'est dans le second, c'est dans le second moment de sa vie, le poète ou l'artiste, quand il sort vers ce dehors, qu'il rencontre les autres. Et que j'allais dire, l'œuvre d'art se tiendrait ou se tiendra à la limite externe de l'effraction du réel. Alors, moi, je sais qu'on peut me dire que c'est pas si clair que ça, mais nous ne sommes pas dans la mathématique. Il y a des restes dans le propos que je tiens. Il y a des résidus, il y a des scories, il y a des choses qui ne sont pas dites parce que la parole que je prends aujourd'hui ne me permet pas physiquement, mentalement et, je pourrais dire, temporairement, de tout dire, parce que, heureusement, si tout était dit, ben, nous serions dans un mutisme qui renvoie, pour moi, à une forme d'autisme, hein, ou à Bartleby, par exemple, je préférerais ne pas. Je préférerais ne pas parler. On entend ça n'importe où. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si je réponds. Enfin, répondre. Si j'en réponds de ça, mais j'y réponds pas d'une manière peut-être adéquate. Si tu veux, on reviendra. Je prends des notes au fur et à mesure que je t'écoute, parce que toujours, ça se passe toujours comme ça, quand on t'écoute d'ailleurs, avant de t'interpréter.
c'est l'effet que ça me fait lorsque je te rencontre dans un colloque, et c'est l'effet aussi que ça me fait lorsque je te lis. On a davantage envie de t'entendre que de t'interpréter à la question. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dois dire que sur le moment, moi-même, je ne sais que dire parce que il y a quelque chose de mieux que comprendre au sens de expliquer, rendre présentable, rendre représentable. On va revenir dans un instant sur ce que tu viens de dire là, mais sur quoi, à mon avis, il faut s'arrêter, hein. La voix s'entend, la parole s'interprète, et peut-être alors, avec ta permission aussi, euh, on fera un petit détour, une petite incise concernant l'architecture. L'architecture qui n'est pas un art, on va revenir là-dessus parce que je crois que ça mérite le détour qu'on va faire. Auparavant, peut-être, et pour continuer la conversation à l'intérieur de ce euh, protocole qui nous fait rencontrer les lectures, hein, et les présupposés euh, de l'interlocuteur privilégié à chaque fois. Un mot peut-être sur l'œuvre repoussoir en philosophie, de la même manière que tu nous as dit quelque chose de l'œuvre totem, une œuvre repoussoir, une œuvre dans laquelle tu te retrouves, mais à contrario, qui te dérange. Ah, j'y avais pas pensé. Mais tout compte fait, j'allais dire. C'est une œuvre dont je suis jamais allé au bout et je l'ai achetée très tôt. Euh, c'est euh, l'être sur. Attendez. Qu'est-ce que l'humanisme de Sartre? Je crois que c'est ça. Ou l'être sur l'humanisme, je ne me rappelle plus. Non, ça, c'est Heidegger. L'existentialisme est un humanisme. Voilà, mais tu Oui, vois, d'accord. Oui, oui, voilà oui. pourquoi je sais que la psychanalyse c'est important, parce qu'il y a des choses, comme dirait, comment dirait l'autre mot, que je rougis de nommer. Oui, oui, oui. Alors oui, ça m'a tombé des mains parce que je me suis rendu compte que c'était ni de la littérature, ni de la fiction, ni de la philo, alors, mais que c'était tout ça, virgule, perdu, oublié et galvaudé. Voilà, avec les exemples qu'il prend. Surtout que parallèlement à ça, je lisais en comprenant pas, en comprenant ce que je comprenais. La traduction qui venait de sortir par Lévinas de la conférence de Husserl sur justement les méditations cartésiennes. Et je, et je sentais bien qu'il y avait une proximité de phénoménologue où l'un m'a mené et l'autre c'était un boulet, voilà. Mais je veux pas non plus. Je pense que ça a fait des choses importantes, virgule, mais pas pour moi, ou j'en fais rien. Donc, voilà. Mais c'est peut-être le seul point qui m'a toujours offusqué parce que je m'appelais Salignon. Si quelqu'un me mettait à une bibliothèque, j'étais à côté de Sartre. Bon, c'était terrible parce que j'aurais préféré. Mais après, il y a Sade qui est venu au milieu, ça m'a sauvé la vie. Voilà. Bon. Faire contre Sartre. Je reviens donc un instant. Je crois que c'est très éclairant, hein. Moi, j'ai le même type de rapport avec la pensée de Sartre, évidemment, dans laquelle je ne retrouve ni ce que je mettrais sous le mot d'existentialisme, ni ce que je mettrais sous le mot d'humanisme. Enfin, je pense que des gens comme, évidemment, en sous-main, comme Merleau-Ponty, ou de façon plus directe, comme Jean Beaufret, ont tout dit là-dessus, hein. Évidemment, Sartre n'est pas euh, existentialiste, c'est peut-être un petit cartésien encore, sans que ce soit péjoratif, hein, euh, dans mon idée, mais le, le- la pensée de la position d'existence dans sa radicalité, euh, Sartre n'en fait rien, sauf d'une manière ou d'une autre, peut-être pour la galvauder ou l'illustrer d'une façon troublante, parce que l'illustration finit par être négative dans la nausée, évidemment, où là, il y a un sentiment de l'existence, enfin, mais qui a quelque chose de repoussant, et à propos de quoi, d'ailleurs, enfin,
avec quoi l'être humain ne se retrouve pas. Je passe je passe à cette idée de déclinaison du réel et je les rattache à ce que tu disais il y a un moment sur ces césures, hein, ces coupures, euh, c'est ce qui sort de, du pouvoir symbolique qui est le nôtre, de nous donner un monde avec lequel nous ne soyons pas en relation fusionnelle, si c'est pas trop dire déjà. Ces déclinaisons, tu leur donnes plusieurs formes et j'aimerais m'arrêter, si tu veux bien, sur certaines d'entre elles. Je cite les choses comme ça. Moi, les pages sur la naissance, sur le sommeil et la nuit, sur la voix, sont vraiment passionnantes. Tu as fait halte un instant sur la question du cri et du gazouillis chez l'enfant. Euh, Page 53, tout particulièrement pour ce qui concerne la voix, on viendra si tu veux un peu plus tard sur le sommeil, sur la naissance par exemple. Page 53, tu opposes la voix et la parole et tu laisses entendre que d'une certaine manière, bon, la voix ne s'adresse pas à l'autre, elle n'a pas de lieu où aller, elle est la rencontre avec le réel, hein. Bon, je pense, je pense à ce que Lacan dit quelque part dans ses écrits. Le réel n'attend pas, il n'attend rien de la parole. Euh, Cette opposition de la voix et de la parole, j'aimerais que tu la développes un peu pour nous. Je crois qu'elle est vraiment très, très éclairante et que peut-être elle permet d'entrer dans ce ce que tu essaies de penser à la limite sous ces formes euh, d'interlocution ou de, de, de pensée, peut-être, de façon plus précise, non représentative, s'il y a lieu. On dirait qu'il y existe chez toi, je pense à Calasso, je suis un grand relecteur de Calasso en ce moment, à propos de Mallarmé. Je pense à Calasso quand il dit que il existe une puissance non langagière du langage qui gouverne la parole, hein. Il le dit d'ailleurs, bon, à propos de Mallarmé, mais quand il travaille sur le souffle, ce que tu fais toi aussi énormément, on y reviendra tout à l'heure, euh, et quand il insiste sur le fait que le souffle en poésie prend la forme du maître, mais que le maître est non verbal, hein. Euh, Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là, sur ce que tu fais de cette opposition voix-parole et ce que tu nous dis en général de la voix, parce que c'est un des piliers en définitive de ton chemin en philosophie et de ta pensée en général. Même en se donnant du temps, hein. Oui, enfin oui, je dis oui, mais c'est un oui. Il est, il, il est évident que dans l'ordre à la fois discursif et temporel, celui ou celle qui ne crie pas à la naissance se voit par avance confisqué, privé ou démuni par rapport à ce que la voix va ouvrir, c'est-à-dire la parole elle-même. Mais entre la parole et la voix, je dirais, il y a presque la même distance qu'entre le regard et la vision. Ça n'ajoute rien, mais pour, pas pourquoi, mais essayons de savoir qu'est-ce qui fait que ce cri est radicalement important. Il est important parce que plutôt que de le prendre comme dans une herméneutique de l'échange, pas du tout. Le cri, j'ai plusieurs exemples comme ça. Le cri, c'est le fait que la rencontre avec le réel, mais disons le réel, c'est le dehors. C'est quand les coupures ont lieu, les trois coupures, enfin, les deux coupures dont je parlais. Qu'est-ce qui fait que l'homme, et parfois l'animal, a besoin de mettre la douleur qu'il ressent à l'extérieur? C'est quand même, c'est quand même étrange que le nourrisson, dès sa naissance, crie pour mettre hors de lui quelque chose
qui est de l'ordre non pas simplement de l'insatisfaction, mais qui lui fait mal, quelque chose de la douleur. Crier, c'est faire sortir la douleur. Ça, c'est le premier temps. Le second temps, c'est le gazouillis qui est non plus un non à la douleur, mais un oui à la joie. Le gazouillis et le babil sont du côté de la joie, c'est-à-dire que c'est très étrange, parce que la joie, c'est ce que notre civilisation va, non pas enterrer, mais oublier le plus rapidement possible. Elle va le remplacer par le plaisir, la satisfaction. En fait. Non, la joie, on pourrait dire la joie, c'est la rencontre d'un, de, de ce nourrisson avec s'entendre. Il s'entend crier, il s'entend babiller, il s'entend dans le gazouillis. Et heureusement, je vais dire, que cette entente est rompue avec notre catégorie de la cassure, c'est que la mère, au bout d'un moment, présuppose, comme les muses, j'allais dire, que ça lui est adressé. Eh bien, pas du tout. Je fais l'hypothèse que nous sommes là dans un monde hors adresse et que simplement parce qu'elle est là, à côté, dans les entours, au dehors, elle va retourner, elle va retourner ce oui au monde en il me demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il me demande? C'est-à-dire comment comment donner du sens, ou même plus radicalement une signification à ce cri. Et c'est quand même étrange. Heureusement, peut-être que ça se passe comme ça. Ce qui signifierait quoi? Ça signifierait que tout départ est un malentendu. Et heureusement. Une mauvaise interprétation. Peut-être que la mère de l'enfant autiste entend bien qu'il n'y a rien à répondre. Justement parce que le silence de cet enfant signifie, son mutisme signifie que au dehors, il n'y a même pas, comme dirait Charles, la pluie giboyeuse. Le dehors, c'est le chaos. Et c'est pas le vide. Donc, j'essaie d'articuler un peu tout ça et dire, voilà, la parole vient dans un second temps, mais elle vient comme éthiquement, non pas moral, comme forfaiture, mensonge. C'est le premier mensonge de la mère. Premier mensonge de la mère qui, heureusement, j'allais dire, comme dirait Rimbaud, le bleu, elle parle des mères, le bleu regard qui ment. Donc, il le fait passer. Cette fin de. Il a 19 ans quand il écrit ça, c'est exceptionnel. La mère, dit l'enfant, la mère a ce bleu regard qui ment. Oui, il faut mentir. Si on ne ment pas, on est foutu. Le trajet de la vérité est toujours un trajet de la pauvreté vitale. Le reste donne naissance. Et je fais un bond en arrière, j'allais dire. Quittons l'enfant pour voir notre propre enfance, pas à nous, mais au monde. Les muses, d'entrée de jeu. Dans Hésiode, disait Hésiode, on va te parler, on va te dire. N'oublions pas, voilà, que mutos, ça veut dire parler réellement. C'est pas le langage ou la parole. La parole, on n'est pas obligé de l'entendre. Là, c'est le mutos, c'est le parler, ER, ce qui est en train de parler. Ça commence par du parler. Alors, les muses ne prennent pas des gants, hein. Elles commencent, et c'est un renseignement, je dirais, poétique de ce qui se joue entre la mère et l'enfant, enfin, le petit bébé. Elles lui disent à Hésiode, d'abord on t'a choisi, c'est à toi qu'on va faire dire le récit de la théogonie, et nous savons dire des mensonges et la vérité d'une seule et même manière. Ça fait que tu te dépatouilleras pas avec ce qu'on va te dire. Tu ne pourras pas faire couper, tu ne pourras pas couper en disant ça c'est vrai, ça c'est faux. Le vrai faux, ce qu'on pourrait appeler le vrai faux, est au départ la naissance même c'est pas la théogonie, d'un mythe poétique. Et Poyen, c'est tout entier, tout ça s'inscrit entièrement dans le passage entre la douleur et la joie mêlée, dont je parlais au début, et l'entrée de l'enfant dans la parole. C'est compliqué parce que ça dit quoi?
Ça dit peut-être qu'effectivement, contrairement à ce que l'on croit, la parole est faite pour tromper, se tromper, me tromper, tromper l'autre. Et Saint-Augustin le dit bien, il dit tout le monde veut bien tromper tout le monde, mais personne aime être trompé. Donc il voit bien qu'il y a quand même une différence entre la tromperie de l'autre et la tromperie sur soi. Alors, je pourrais pas développer, mais c'est important de le situer aussi dans un autre cadre, c'est celui de l'autisme d'un côté et de la psychose, des hallucinations, qui sont, avant les grands remèdes contre les grands hallucinés, euh, les hallucinés entendent des voix. Il n'y a pas de sujet. Ils les entendent vraiment. Ces voix viennent de nulle part. Et c'est pas parce qu'elles viennent de nulle part qu'elles ne s'inscrivent pas dans, dans le crâne, dans la tête, dans le corps physique des grands hallucinés. Alors, je passe sous silence ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que, une chose très importante, que ne voit pas la psychanalyse, que ces voix des hallucinés sont la vérité. Nous, on n'est pas hallucinés parce qu'on sait qu'on interprète, parce qu'on sait qu'on suivra pas, on ne suivra pas jamais et pour toujours la parole de l'autre à la lettre. Car si on suivait la parole de l'autre à la lettre, regardez, même Abraham, Abraham, qui est un seul bonhomme, hein, heureusement que Dieu lui bluffe. Dieu lui dit, tu vas tuer Isaac, même peu importe, je ne sais pas raconter ça. Puis qu'au dernier mois, il dit, mais je t'ai menti, tu ne le tues pas. Les juifs, ou nous, et les catholiques en font un truc, une bêtise absolue. Ils n'ont rien compris parce qu'ils ont pris ce mythe à la lettre aussi. Ils ont été pris ils se sont laissés égorger par le texte. Non, c'est plus compliqué. Un texte a pour voilà, un texte, je dirais, fondamental, ou une parole dite fondamentale, a pour fin utile, je le disais tout à l'heure, de nier ce qu'elle affirme, ou plutôt de douter en permanence sur le sens induit, univoque qu'elle pourrait élaborer. Et j'en reviens, pour clore pas le débat, mais pour clore un peu, est envoyé cette lettre, l'équivoque dans la pensée kantienne de Granel. Peut-être que c'est ça aussi. Je dirais que j'ai lu plusieurs fois ce texte de Granel, qui est un texte à la fois compliqué, puisque lui-même sort de Kant. Mais bon, je ne vais pas parler là-dessus. Mais je crois que les grands, alors bien sûr qu'il y a Rosset, bien sûr qu'il y a Deleuze, bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont compris que pas que la tromperie, voilà, que ce qu'on croyait être fondamentalement inscrit comme effet de vérité a comme effet inverse de nous dire, comme Spinoza, Cote, méfie-toi de la vérité. Elle te jouera des mauvais tours. Et regardez, je fais un petit pas de 3 secondes, parce que c'est comme ça que parlent les politiques. Ils ont nommé il y a 15 jours, 3 semaines, dire son nom après ces gens-là devient indécent. Donc je tairai son nom. Et qui a comme consigne de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Et je me disais, tiens, c'est le troisième, qui n'a rien compris. Les autres ont été fabuleux. Je suis hanté, l'azur, l'azur, l'azur. C'est quand même une autre trilogie. Et puis bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, hélas, hélas, 3 fois hélas. Donc, notre époque, c'est bien ça. C'est de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. On pourrait ajouter dans quel ordre. Mais comme donc, oui, je dirais éloge du désordre, éloge non pas du mensonge, mais éloge de la perversité de la vérité, et puis peut-être éloge, alors après de quoi, des coupures, peut-être, j'ai pas assez, non, mais j'ai pas une question-réponse, mais j'aurais pu montrer, ou je pourrais montrer qu'il y a trois dehors, trois dehors. Il y a le dehors qui reçoit mes douleurs, je m'édore, l'enfant m'édore. Ensuite, ce dehors qui reçoit les excréments, l'urine, tout ce que le dedans ne peut pas garder.
Et puis il y a le dehors de l'air. Et peut-être que c'est ce troisième dehors, l'air, c'est-à-dire ce qui me permet de... L'air, c'est quoi? C'est ce qui permet à la voix d'être portée. Car la voix est portée par du vide. Ça moque que l'air ne soit pas de vide. Pas, nous ne sommes pas physiciens. Que ce ce vide qui porte la voix, est peut-être le don ultime de l'art. Ultime et premier, donc. Écrire, écrire une œuvre ou faire œuvre d'art fondamentalement, c'est écrire sur, dans et avec le don. Voilà, bon, je ne sais pas si je suis clair, mais clair sûrement pas. Mais... Je, 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 je reviens un instant et après quoi je recule d'un cran autour de la question de la naissance et du commencement. Du commencement difficile, peut-être euh, raté. Mais je reviens une seconde sur les dieux. Donc, les dieux ont une voix et pas une parole. Je pense à nouveau à Calasso et à ce qu'il fait de et avec Mallarmé euh, lorsque il commente cette idée mallarméenne que le dieu est enveloppé de maîtres, hein, et que, au fond, le vers est du côté de la voix et pas encore du côté de la parole. Le vers n'a pas de dimension rhétorique. La prose n'existe pas. Tout est vers. Les maîtres sont le bétail des dieux. Bon, cette, ça nous renvoie directement à ce que tu fais du gazouillis, hein, et de la joie. Cette joie, est-ce que cette joie, je te pose plusieurs questions en même temps et après tu en feras exactement ce que tu voudras. Est-ce que cette joie a quelque chose à voir avec ce que euh, on a l'habitude de mettre sous l'idée de plénitude? Est-ce qu'il peut exister un sentiment de la plénitude? On comprend bien que au commencement, la plénitude n'est pas là. Et enfin, je reviens 2 secondes sur la question du commencement en, en te demandant de la prendre, cette question, au travers de cette belle opposition que tu mènes, pages 18 et 19, autour de la définition, de la définition du réel, hein, euh, dans laquelle tu te lances tout au long de ce livre, cette opposition que tu mènes entre l'horreur, la chose, das Ding, suscite l'horreur, le réel déclenche l'effroi. Le commencement, ça commence mal. Hein, Sloterdijk le dit, il y avait la psychanalyse, ça commence mal, il n'y a pas de plénitude, c'est affreux et on ne s'en remet jamais. Tu sais, bien entendu, je pense que tu n'es pas d'accord avec ça, hein, mais je comprends pourquoi on peut ne pas l'être. Sloterdijk dit, ben voilà, dire, la psychanalyse ne peut nous aider à rien à comprendre ce qu'il peut y avoir de positif dans la vie et en quoi la plénitude est possible pour nous. Mais ça commence mal. On pense aux condamnés à mort qui trébuchent avant d'aller sur l'échafaud, hein, qui s'embranchent, qui disent la journée commence mal. Mais ça commence mal, mais après tout, hein, tu parles, toi, de les pages 10, de la terreur de tout commencement, de la figure des mères qui n'est pas seulement rassurante, hein. Tu travailles avec Clémence Ramenoux, enfin bon. Euh, ça commence mal, mais au fond, cette, cette inquiétude, cette terreur du commencement, malgré tout, elle peut opérer dans l'absence de cri, elle peut opérer dans le cri, elle peut opérer dans le gazouillis, elle a quelque chose à voir de temps en temps avec son contraire, enfin, qui est une espèce de sentiment de continuité, une joie, sinon un bonheur. Est-ce que ce commencement qui commence mal, il est du côté de l'horreur ou est-ce qu'il est du côté de l'effroi? Et s'il est du côté de l'effroi, est-ce que la joie et l'effroi peuvent se confondre de temps en temps? C'est
la question étant posée comme ça, elle m'oblige, j'allais dire. Ça veut dire que je suis ton obligé, là. Oui, oui, attends, oui, oui, c'est un oui explétif. Au départ, c'est sûrement pas l'effroi. Au départ, c'est la terreur. Je pense que un peu, un peu comme pendant la Révolution. Blanchard dit à peu près, comme après les deux guerres, hein, ou pendant. Naître est une guillotine, mais ça veut dire que ça coupe. Alors, je vais répondre à moitié, puis l'autre moitié, si tant est que c'est. Oui, je comprends ce que dit Sloterdijk, mais le bougre, heureusement qu'il a tort. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, nous perdons la mère. Au bout de 9 mois, nous perdons la mère. Nous perdons le placenta. Nous perdons le liquide amniotique. Mais perdre, ça ne veut pas dire avoir perdu. Ça veut dire être perdu. Et dans l'être perdu, il y a aussi l'être abandonné. Nous sommes abandonnés à notre perte. C'est pas, c'est pas simplement la pulsion de mort qui intervient, c'est plus compliqué que ça. C'est que maintenant, voilà ce que ça dit au fond, cette analyse. Ça dit que maintenant, tout ce que nous avons à avoir, nous l'avons perdu. Et ça, il ne s'agit pas de revenir en arrière, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, comme l'avion en réaction, je vais dire, c'est ce qu'on lâche qui nous propulse. Accepter d'être perdu, ce n'est pas accepter de se perdre. Accepter d'être perdu, c'est dire oui à la quête infinie des métaphores, des métonymies, des déplacements, des substitutions, des sauts par-dessus les autres, des sauts par-dessus la culture. Et ne voir dans l'être perdu que la perte, c'est arrêter la temporalité du sujet à cet instant précis. Non, pas du tout. Je crois même que la perte, ces pertes initiales, on pourrait dire ces caducs initiaux, sont ceux qui, dans la vie, nous entraînent hors de nous. Et que si ça nous entraîne hors de nous, ça ne nous entraîne pas sans nous hors de nous. C'est bien ce mouvement, c'est bien ce mouvement qui va vers une quête. Chacun a sa propre quête, j'allais dire, hein, des supposés objets qu'il a perdus, mais il ne s'agit pas je dirais, de les remplacer. Il s'agit de déplacer sur les axes métaphoriques, métonymiques, enfin peu importe, sur l'axe du devenir. Il s'agit, voilà, je vais le dire d'une manière très simple, il s'agit, contrairement à ce que dit Scotter dit, il ne le dit pas comme ça, il ne s'agit pas que ce soit le passé qui se répète, il s'agit de dire que grâce à la volonté de puissance, c'est le devenir qui se répète indéfiniment jusqu'à la mort, qui, elle, fait qu'à la mort, ben, tu es complet. La complétude s'obtient avant la naissance et après la naissance. Donc je comprends ce qu'il dit, mais c'est tellement, je dirais, c'est pas que c'est bébête, je veux dire, c'est sans, c'est sans commune mesure avec l'espace artistique. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie, parce que chaque fois que je lis un peu ce que tu as dit, quand ça tombe dans un domaine que je connais un peu, je suis un peu abasourdi. Mais bon, c'est comme ça. Non plus, je ne peux pas dire, je ne connais pas assez. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors oui, j'ai répondu sur la terreur. L'effroi. Alors, la terreur nous enseigne à nous déplacer. L'effroi, j'allais dire, nous met devant le réel impossible. Et alors après l'effroi, je ne sais pas, ce qui est, ce qui est effroyable, voilà, je vais dire ça. Ce qui est effroyable, c'est ce qui ne se transmet pas. C'est ce qui échappe à toute transmission. C'est peut-être que c'est l'endroit où
chaque être se trouve, alors, disons-le, je vais tenter de dire d'une manière poétique, chaque être se trouve face à, à sa, à ses limites spatio-temporelles intégrées ou créées devant lui comme manifestation de son impossible. Alors, peut-être que c'est ça, je dirais, l'impartageable de la vérité. Mais je ne dirais pas vérité, du vrai, voilà, non pas du vrai. C'est peut-être ça l'impartageable question du vrai. Alors on pourrait presque dire, d'une manière un peu parallèle à ça, l'effroi, c'est ce qui nous met face à la, à pour chacun à sa blessure, mais qui devient cette blessure. Elle n'est pas sur son corps, il devient blessure. C'est pas qu'il est blessé, il est blessure, il est ouverture, et tout est confisqué. Le souvenir, le présent, le passé, le futur, et il est, on pourrait dire, ben oui, il est comme le soleil noir de la mélancolie. Bon, c'est une métaphore. Je ne sais pas si je m'en fais comprendre, c'est compliqué, c'est vraiment une question épineuse pour moi. C'est parce que ton, ton travail philosophique, enfin, a quelque chose à voir avec ce qui est le plus épineux, hein. De toute façon, qu'on a intérêt à te lire, à t'écouter, et que on y trouve aussi bien son compte. J'aime autant te le dire tout de suite, bien entendu. Euh, puisque tu parles de, de cet effroi ou de cette horreur devant, après tout, devant le dehors, devant l'impossible, est-ce que l'horreur devant l'impossible opère comme peut opérer comme un vertige? Est-ce que ça constitue un vertige? Je te dis tout de suite pourquoi je te pose la question. C'est parce que je voudrais maintenant réfléchir peut-être avec toi, revenir sur les belles pages que tu consacres à la question de la danse, hein. C'est un des arts sur lequel tu réfléchis, avec lequel tu travailles. Bon, mais tu cites, page 30, tu cites Franck Ducrot à propos de la danse et cette définition que donne Ducrot, que je trouve passionnante, de la danse, qui consiste à convertir le vertige en rythme simplement en le déployant. Bon, cette réflexion m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a, bon, d'une certaine manière, je dirais, on a là à la fois le beurre et l'argent du beurre. Enfin, on a le vertige, mais on a aussi on a le rythme qui le casse, ce vertige, qui, d'une certaine façon, peut-être, je ne sais pas si j'utilise là euh, un mot avec lequel tu serais d'accord, mais qui le domestique, enfin, faut-il dire qui l'humanise, mais en tout cas qui lui donne la dimension comme d'une voix, mais simplement en le déployant, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire rythmer le vertige dans la danse, c'est c'est le déployer sans l'expliquer, peut-être sans l'interpréter, en le déplaçant, tu dirais, en tout cas sans le remplacer, comme si la danse constituait une mesure pour ce qui n'a pas de mesure, une possibilité pour ce qui n'est pas possible, en quelque sorte une tenue, mais une tenue qui tiendrait à rien. J'en rajoute un peu, si tu veux, là. Il me semble que là, on comprend bien peut-être à quoi peut renvoyer la célèbre opposition kantienne entre le mathématique qui mesure par le calcul et l'esthétique qui mesure simplement en donnant un ton, hein. Euh, Comme s'il y avait possibilité de mettre parfois un mimétisme heureux entre nous et le monde, mimétisme heureux, tu reconnais là,
une formule de Rilke dans la lettre à un jeune poète. Euh, la danse, tiens, arrêtons-nous quelques instants sur la danse. Qu'est-ce que tu fais là de cette réflexion de Ducrot et est-ce que je prends un mauvais chemin, je la comprends mal, cette réflexion de Ducrot? Non, elle est bien comprise, même si elle est complexe, pas compliquée, si elle est complexe, parce que je pense que il faut la renverser il faut la retourner comme, comme un pas inversé de danse. Je pense que le vertige vient après la danse, ou à la, quand la danse, voilà, quand la, alors, je, je vais prendre deux exemples. J'en prends plus. Je peux prendre la danse, la danse, c'est pas mythique, mais qui offre quelque chose à quelqu'un. C'est soit le derviche tourneur, soit c'est au cosmos, soit c'était à Dionysios. Les danses à Dionysios sont quand même aussi c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce sont des drôles de danses quand même. C'est des danses où on tourne. On tourne, et à force de tourner, le sujet retourne hors de lui et devient pas stellaire, devient cosmique au sens où le cosmos, c'est pas simplement un ordre, c'est ce qui établit un équilibre de tout ce qui bouge. La Terre tourne, les astres tournent, il n'y a que le Soleil qui est immobile dans un monde qui tourne parce que la galaxie aussi euh, tourne sur elle-même. La danse, c'est donc un hommage au fait que ça tourne. Donc cet hommage au fait que ça tourne nous fait perdre d'une répétition, car ça se répète. Ces danses-là sont répétitives. Au bout d'une répétition, le sujet perd tout contrôle de lui-même. Il devient danse. Et c'est plus lui qui danse, c'est la danse qui le prend tout entier et le fait. C'est Rimbaud qui le dit de manière un peu plus étroite. Mon manteau bouge avec la brise pendant qu'il marche. Et le manteau, il dit, devenez étoilé. C'est-à-dire le manteau bouge, il y a du vent. C'est le vent qui fait danser les feuilles. Il les fait danser dans l'arbre et il les fait tourner quand elles sont tombées. Il y a quelque chose du cosmos. Il n'y a que les feuilles qui dansent. Les arbres ne dansent pas. Le manteau étoilé, c'est le manteau percé du pauvre de mendiant, percé comme le ciel étoilé. Et quand le vent s'engouffre, fait bouger le manteau, on est là devant un cosmos, non pas en miniature, mais devant un rythme cosmogonique, pas cosmologique. Le vertige, c'est ça. C'est à un moment donné que la danse, ça, voilà. Je veux dire, la danse, dans un premier temps, ça s'apprend, et dans un deuxième temps, c'est elle qui te prend. Elle te prend jusqu'au vertige. Ensuite, d'une manière plus complexe, c'est à partir de notre contemporanéité, euh, beaucoup de grands metteurs en scène de la danse, que je pense principalement à Pina Bausch ou à Merce Cunningham, ont bien compris que ce qui bouge dans la danse, au-delà des danseurs, c'est l'espace qu'il y a entre eux. Donc la danse, c'est l'écart, un écart qu'il y a entre les danseurs, qui souvent il y a un fond blanc ou d'une autre couleur, qui projette des ombres. On est donc dans un monde, c'est pas la caverne, c'est plus compliqué. Mais ce qui bouge, si on voit bien que ce qui bouge, c'est l'entre-deux et non pas le deux. Ce qui est assez. Alors que ça, dans la danse classique, c'était pas ça du tout. Dans la danse classique, c'est tout le regard est porté sur Nijinsky ou euh, sur le cygne qui va bientôt mourir. Là c'est plus complexe. Là, on touche le rythme. Parce que la danse classique, c'est des cadences, c'est des rythmes, c'est des sauts, c'est des choses
importante, mais ça a rien à voir avec cette contemporanéité qui fait que le vide entre les danseurs et danseuses se déplace, et ce vide, pourtant, c'est rien. C'est ce rien qui se déplace et qui crée, par les hommes portés, qui crée ce registre de quoi que le regard du spectateur passe à travers, traverse, et cette traversée, c'est aussi sa manière qu'il a de danser avec l'espace vide, de laisser vide entre. C'est ce même espace, je fais une parenthèse qui elle vaut ce qu'elle vaut. C'est le même espace qu'il y a entre la moulette du torero et les cornes du taureau. Ça bouge, puisque la moulette entraîne le taureau, mais c'est le vide qui est entre les deux qui, lui, reste le même et pourtant bouge. Il ne faut plus regarder et le taureau et le taureau, il faut regarder cet espace, cet entre. Et on retombe pas, mais c'est l'écriture c'est toute l'écriture de Mallarmé qui va théoriser, c'est un mot peut-être trop rapide, qui va s'appuyer sur ces blancs pour partir, pour, pour rebondir, s'appuyer sur des inconsistances. Voilà. S'appuyer sur des inconsistances ou s'appuyer sur du blanc. Alors après, il y a bien sûr la danse, s'appuie sur le sol. Après, c'est des choses qui sont dites et redites. C'est pas de ça dont je veux parler. Et j'entends bien que Franck dise ça. Je comprends ce qu'il dit, d'autant plus que ça se relierait à, je le relie très rapidement pour ne pas occuper trop de temps, ça se relie à la peinture chinoise. Donc le peintre chinois dit bien que le cré, le, le, le geste, c'est la suite infinie des articulations entre l'épaule, le coude, le poignet, les phalanges. C'est une série de 5 ou 6 articulations qui fait qu'à un moment donné, la peinture s'articule à ces articulations et pof, on revient, grand retournement sur Héraclite, l'articulation qui n'apparaît pas comme dans la danse et de plus haut règne que celle qui apparaît. Et danser, je dirais, danser, c'est articuler du vide comme, comme le cosmos est articulé du le corps. L'univers est 99% composé de vide. Mais bon, c'est idiot parce que c'est pas aussi mathématique que ça, mais ça veut bien dire que l'acte de création, s'il est vraiment fondamental, ne répète pas le donné, mais il s'adonne à ce vide. Corps et bien à ce vide. Bon, je ne sais pas si je suis encore une fois assez clair, je ne sais pas, parce que c'est des questions complexes, j'allais dire, à traiter, parce qu'elles m'ouvrent. La malchance que j'ai, c'est que chaque fois, c'est bien la malchance, si chaque fois me vient en même temps la poésie, l'art, la philo et un peu de la psychanalyse dite fondamentale, je ne sais pas si elle est fondamentale, mais pas la psychanalyse, pas la psychologie, quoi. Quelque chose qui serait autour de ce qu'on dit un peu. Mais bon. On ne se donne pas aux données, mais au vide qui fait que il peut nous être donné. Je m'arrête encore quelques instants, si tu veux bien, là, sur ce que nous apporte cette réflexion sur la danse, de deux façons. Euh, bon, je, tu as lu comme moi le grand, La passion d'être un autre de Legendre, Oui. un livre merveilleux sur la danse, très, très étrange. Enfin, il fait de la danse une forme d'adoration, mais d'adoration dans la gesticulation, ce qu'il appelle la gesticulation, sans que ce soit négatif, l'adoration devant quelque chose que nous ne comprenons pas, hein, qui demeure incompris. La vérité est que nous dansons devant l'incompris, et la vérité de la danse, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons, dit-il. Lorsque nous dansons, nous ne savons pas ce que nous faisons, cependant devant quelque chose qui nous englobe, c'est-à-dire qui ne nous rejette pas. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu étrange dans une telle formulation, peut-être d'un peu paradoxal, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons, mais comme devant quelque chose qui nous englobe, mais comme ça nous englobe, ça constitue
malgré tout une forme de savoir, enfin, et qui se conclut souvent dans un bien-être ou un être bien. Euh, à un moment donné, le genre se pose la question de savoir pourquoi, de la même manière que parfois ils chantonnent ou ils gazouillent lorsqu'ils jouent, ils font de la musique ou ils jouent du piano, les humains euh, gazouillent lorsqu'ils dansent. Ça me fait penser à cette réflexion de Marcel Jousse, dans laquelle il exprime cette idée étrange suivant laquelle, je cite, le danseur a ses pieds dans la bouche. Hein. Est-ce que, au fond, devant l'incompris, on n'a pas la solution alors, phénoménologique, si tu veux, solution dans l'indistinction du phénomène et du réel, mais est-ce qu'on n'a pas la solution dans quelque chose comme une magie? Est-ce que tu es d'accord à propos de la danse de dire avec Merleau-Ponty, on est dans le visible et l'invisible, que il peut y avoir malgré tout de temps en temps un pacte entre les choses et moi, comme si je leur prêtais mon corps. Et cette manière de se prêter, de prêter son corps aux choses, est-ce que est-ce que ça renvoie encore à un vertige? Est-ce que c'est au vide qu'on se donne, qu'il y a entre les choses au moi? Ou bien, quand même, là, peut-être aux données? Est-ce que, comme le pense Merleau-Ponty, hein, est-ce qu'il y a des moments où on peut se donner réellement aux données sans devenir fou? Je, je- bon, j'en rajoute hein, dans les questions qui sont toujours les mêmes, tu vois, euh, avec lesquelles là je viens à la recherche de ce qui est le plus profond chez toi, c'est-à-dire d'une certaine manière quand même, hein, euh, de cette façon que tu as de sortir de l'équivoque au fond, de l'opposition du réel et de la représentation ou de sa rencontre d'une manière ou d'une autre, de façon souple et par le biais de quelque chose qui est une pensée qui fait sagesse en même temps. Je suis frappé par le fait que quand je t'écoute là, on a envie de se dire que ce que tu nous dis de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, ton travail avec l'impossible, euh, conserve une espèce de calme, une espèce de sérénité et euh, dans lequel on trouve cette injonction à faire plutôt que parler, ou oh, la question est peut-être un peu trop compliquée, laissez-vous porter, hein. Euh, on y reviendra. Quand tu parlais, je pensais à, pas que ça, mais à Glenn Gould. Glenn Gould qui était quand même, bon, je pense qu'il était autiste, mais ça on s'en fout. Mais pas, on s'en fout pas parce que ça dit quelque chose sur, sur l'être au monde du côté du tout autre, plus Oui, radicalement. parce que Glenn Gould gazouille quand il joue du piano. Oui, bien sûr, Oui, oui, bien sûr. on le sait. Enfin, il gazouille quand il joue du piano. Il a un siège qui est à une hauteur millimétrée. Euh, il, est, il est devant, ses mains sont en hauteur des épaules, c'est-à-dire que alors, ses mains dansent et il le dit lui-même, je deviens piano. Je ne joue pas au piano, je deviens piano. C'est pas moi qui joue, c'est il y a un ensemble qui se fabrique. Voilà pourquoi, si quelqu'un touche au premier ou au deuxième rang, il arrête, puisque ça vient lui dire qu'il y a la vie, qu'il y a de l'autre, que ça bouge. En fait, ça vient lui dire qu'il y a quelqu'un entre lui, qui s'est mis entre lui et le piano, donc qui enlève la fusion. Après, bon, je pensais à ça, puis je pensais aussi au vertige, parce que c'est quand même important. Alors, le vertige, le vertige de la danse, ça peut être. Après, je répondrai pas, mais je parlerai avec ce que tu as dit. Le vertige, ça peut être le moment où la répétition, la danse tournée, la répétition, vient te chercher du côté d'un abandon de ton rapport au temps, à l'espace et à l'autre. Tout est, je dirais, tout est subsumé par la répétition infinie et que
ces danseurs comme ça, des danses qui sont pas qui sont pas des danses de salon, c'est pas des booms, fait que à la fin de la répétition, ils tombent. C'est une espèce de, alors, c'est un genre de coma, disons qu'ils perdent et l'équilibre et et la tenue du monde. Le monde en eux s'est évanoui. Ça me semble très important. Et le troisième temps, c'est que c'est vrai, je connais le nom de Jousse, mais j'ai rien lu de lui. Il a raison. C'est que dans la danse, d'abord, j'allais dire, les mouvements qu'on fait dans la danse sont des mouvements qui sortent de la quotidienneté. Quand elle reste dans la quotidienneté, c'est Pina Bausch qui le fait, elle rend la quotidienneté absurde, dérisoire, insupportable. Il y a le baiser je pense au baiser de Pina Bausch qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Une femme et un homme sont à côté, s'embrassent, 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 s'embrassent. Pendant 10 minutes, ils s'embrassent. Et à la fin, euh, je dirais, ça devient, ça passe. D'abord, au bout d'un moment, c'est obscène, c'est-à-dire ça se sort de la cabane, c'est obscène, ça ne veut pas dire la scène, c'est la cabane, Skainos en grec, ça sort de chez soi, de cette relation amoureuse, et après ça devient terrifiant. Parce que, je veux dire, on est pris là-dedans, et tous les baisers qu'on a pu donner dans sa vie prennent, je veux dire, prennent là pas une valeur, prennent une forme. Si on réfléchit un peu, on se dit, finalement, peut-être que la somme des baisers est devenue terrifiante. C'est la terreur. La terreur de cette. Non, il n'y a pas rencontre. Après, je crois que c'est vrai. Je crois aussi que dans la danse, moi, ça me le faisait d'une manière très aparté, puisque je passais toute ma jeunesse à essayer de battre le record, je ne sais pas pourquoi, en hauteur. Et quand je sautais, j'avais l'impression que, parce que je sautais comme à l'ancien temps, on voyait le sol, on le perdait et on retombait dessus. J'avais l'impression, voilà, de danser autour d'un axe qu'il ne fallait pas toucher. Car si tu touches la barre, euh, c'est une faute. Ton saut est annulé. Donc, danser, c'est toucher du vide. Et je me trouvais que c'était ma seule possibilité non pas d'évacuer la compétition, mais la compétition, je m'en foutais. Je ne me battais pas contre les autres. Je ne les voyais pas, je ne parlais pas à ces gens. Enfin, bon, c'était assez compliqué. Mais je vois aussi que dans la danse, euh, c'est tu bouges, les objets qui sont autour de toi, au bout d'un moment, bougent. Les objets de la pièce bougent. Ça, tout bouge. Et ça, c'est. Alors, je ferai cette phrase. Si tout bouge, qu'est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à retenir? Je ne sais pas. Je crois que pour moi, c'est énigmatique. Ça. C'est vraiment c'est énigmatique. Ouais. Bon, je peux relancer la question, mais je peux pas. Je pensais à ces petites choses quand tu parlais. Voilà. Je me mets à côté de toi, j'ajoute rien, mais c'est pas. C'est comme ça. C'est parce que je crois. On voit des fausses danses des animaux hein, qui, pour avoir la copulation, font tous la même chose. Ben, ils font pas la même chose exactement, puisque la femelle en choisit un parmi d'autres. Mais il y a quand même quelque chose de surnaturel, puisque c'est naturel, qu'il y a des parades. Il y a beaucoup de parades, qu'on pourrait appeler parades nuptiales, qui sont quand même, qui disent quelque chose c'est là, sur ça, sur ce corps, sur ce rythme, pas le corps, c'est le rythme. Mais bon, après, je, peux pas- je sais que ça existe, c'est tout ce que je peux dire. Et que c'est quand même étrange, normalement étrange, ou anormalement étrange. Bon, je sais que là aussi c'est compliqué. Ne pas répondre, ça ne veut pas dire que la question est plus voilà. Je veux dire que la question apporte plus de choses que la réponse. Mais c'est bien comme ça aussi. C'est peut-être la définition de l'énigme, après tout, hein. Moi, j'ai vraiment rien. Je l'ai déjà dit ailleurs, autrement, là, dans un de ces entretiens, je me souviens. Euh, J'aime beaucoup Jean-François Marquet, qui a écrit des choses merveilleuses sur Nietzsche aussi bien, dont il n'était pas vraiment spécialiste, et spécialiste de philosophie allemande.
Marquet fait de la philosophie une variété du discours à énigme, hein. Il est allé jusque-là et euh, il y a quelque chose de très rassurant d'imaginer qu'à un moment donné, le président du jury d'agrégation de philosophie définissait la philosophie de cette manière. Euh, et il y a ça chez Bernard Salignon aussi, hein, un exercice de la pensée qui demeure malgré tout, non pas énigmatique, hein, mais présent à l'énigme qu'il y a, au fond, à s'installer dans le travail de la pensée. Peut-être là, parce que ça fait maintenant Non, oui, ça fait plus de. beaucoup plus d'une heure que Oui. nous conversons et que nous t'écoutons. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter si vite. Peut-être alors, si nous nous donnons encore 5 ou 10 minutes, trois, si tu veux bien, questions ramassées, délicates, qui recoupent toujours, hein, le problème, les problèmes autour duquel nous tournons. Question. Euh, L'une euh, à propos de la main dans la grotte. Tu as écrit un livre sur la main dans la grotte, hein. C'est Voilà, c'est un de tes objets de réflexion favoris ou une de tes choses sur lesquelles réfléchir, euh, euh, sur lesquelles tu reviens souvent. La main dans la grotte, dans la première œuvre. Ce que tu dis sur l'art en général et en particulier sur la peinture à propos de Surbaran, dans ces très belles pages là, autour de page 59 jusqu'à 61, 62, sur la peinture et sur le faire-œuvre. Et puis une dernière question sur le souffle. Donc ça fait trois choses et dont on va essayer de prendre la mesure un peu rapidement. Donc, à propos de la main dans la grotte, tu écris, on est page 77, tu dis que euh, l'art, au fond, comme on voit avec les mains négatives dans les grottes, euh, l'art, les premières peintures, permettent, je cite, d'oublier la roche au bénéfice de la main. Ça, c'est la première chose. Euh, bon, tu sais que moi, mon point de vue est un peu différent. Peut-être que c'est la même chose, mais renversé. Moi, mon idée, c'est que ces premières mains, ces premières œuvres, ces premières peintures, non seulement ne font pas oublier la roche au profit de la main, mais se servent de la main pour renvoyer à la roche et la faire résonner comme quelque chose qui n'a rien d'humain. Ça me permet peut-être de rebondir une seconde sur ce que tu disais à propos de l'architecture tout à l'heure, qui n'était pas un art. Est-ce que l'architecture n'échapperait pas, au fond, euh, euh, à l'art, parce que l'architecture n'arrive pas à laisser le sol, le rocher tout seul. L'architecture en rajoute trop, elle met de l'humain sur de l'humain, ce que dit Heidegger, que ce qui nous intéresse dans le temple, avec le temple grec, c'est ce qui se passe quand il est en ruine, et c'est ce qui fait que quand il est en ruine, il met la roche non humaine, non architecturée en valeur. Ça, c'est la première question. Ça fait beaucoup de choses. J'en suis désolé. La deuxième chose, c'est cette remarque que tu fais à propos de Surbaran, et dans laquelle tu dis que faire œuvre, c'est a quelque chose à voir avec ce qui arrive lorsque le monde s'absente dans l'infini. Euh, Est-ce que le monde est capable de se quitter? Est-ce que ça peut arriver que le monde se quitte et s'absente dans l'infini? C'est ma deuxième question. Tu vois, j'en rajoute. Et ma dernière question porte sur le souffle. Ce sont les derniers mots du livre. Une très belle page sur le suspens vibratoire. Euh, et ce suspens vibratoire, ce souffle, on en a déjà parlé d'une manière ou d'une autre dans cet entretien. Tu le, tu le définis comme quelque chose qui est indépendant de toute suite ordinaire, hein, donc le souffle a davantage à voir pour toi avec, me semble-t-il, une certaine capacité à couper, hein. Est-ce que le souffle appartient encore, d'une certaine manière, à la voix? S'il appartient à la voix, est-ce qu'il appartient encore au discours?
mais tout en étant ce qui ne se dit pas du discours. Là, ça serait peut-être son point aveugle. Ma question, est-ce qu'il y a un dehors au discours, à la voix, peut-être même au souffle, que nous serions malgré tout capables d'atteindre, à quoi nous pourrions avoir accès par leur entremise? Je suis un peu désolé, ça fait énormément de choses. Oui, je C'est crois. accablant in fine. Non, Mais voilà, c'est pour te laisser la parole en dernier lieu. Prends tout le temps que tu veux si tu as non, envie non, de mais dire quelque chose de cette avalanche de questions. le souffle. Alors, je reprends la dernière, après se remonter, ce sera plus compliqué, mais le souffle, je penserais que le souffle n'a rien à voir avec l'endroit d'où il provient, mais à voir avec l'endroit où il va. Et il prend sa naissance dans la rencontre entre l'expulsé et l'infini du dehors. L'infini est éternel du dehors. Il y a donc deux mondes du souffle. Il y a le souffle, disons-le comme ça, musical créé par l'humain. Car les oiseaux ne soufflent pas. Ils pincent, ils ont des cordes. Ils n'ont pas de souffle. Le, 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 le chant des oiseaux est un chant sans souffle. Donc, cette, cette capacité qu'a l'homme à transformer le souffle par moment à travers la voix en parole et en appel et en rythme et en mouvement, seul l'homme l'a. Ça, c'est un premier moment de la question. Ensuite, les autres questions seraient trop amples à traiter ensemble. L'architecture. Alors, l'architecture, c'est l'art, on pourrait dire, oui, il y a un art architectural dans la manière dont les rues, dans nos villages, on pourrait dire, pas maintenant, hein, dont les rues travaillent la différence. N'importe quelle rue de village, jusqu'à nos jours, j'allais dire, euh, sont du côté du même différent. C'est-à-dire les, les façades. Les façades sont l'endroit où la maison rejoint ou parle aux passants, à la déambulation. Et de maison en maison, de façade en façade, on pourrait dire comme un piano. On pianote sur la vision. C'est un piano de la vision. Le fait, maintenant, l'architecture a perdu l'art. Pourquoi? Parce que cette architecture est devenue une fabrication utilitaire euh, dans, dans son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire faire 40 000 F3 lui-même. Donc c'est la, je dirais, c'est la folie terrifiante du même. Alors que l'architecture, c'est la différence. Euh, pourquoi c'est pas un art? Parce que, j'allais dire, c'est parce que ça s'adresse uniquement, j'allais dire, pas uniquement, mais ça s'adresse principalement à celui qui n'habite pas. Or, habiter, c'est l'homme habite en poète, sûrement, mais ça devient de moins en moins évident, facile et prégnant. Bon, je passe un peu sous silence tout ça. Après, les autres questions que j'ai perdues, parce que il y en avait une, après je vais m'arrêter parce que ça fera trop longtemps, mais il y en avait une la première que tu avais posée était pour moi La mène dans la déterminante. grotte. C'est la mienne. Je crois que tu as raison. Je crois qu'au départ, j'ai été pris par l'imaginaire de du dessin. Et dans un second temps, effectivement, c'est bien, c'est pas la, je dirais, voilà, je dirais, c'est la grotte qui sort de la main, et pas la main qui sort de la main. La grotte sort de la main comme la nuit sort d'un éclair.
Et ça, c'est compliqué parce qu'on a l'impression, happés que nous sommes, que j'ai été par l'imaginaire, par le geste, ce geste de la main tire, non pas s'enfonce dans la grotte comme je l'ai cru, mais peut-être pourquoi pas, mais elle amène la grotte vers nous. Et elle, je dirais, elle fait, non pas qu'elle fait sortir la grotte au dehors, mais elle donne à la grotte un dehors qui jusqu'alors était méconnu, ignoré et impossible pour elle. Donc c'est et pourquoi je dis ça? Parce que celui qui fait ça rentre et sort dans la grotte. Il sort, il reste pas. Il, c'est le fait d'avoir laissé la trace de sa disparition qui fait apparaître la grotte. Parce que je crois que je suis clair, et je te dis, tu as mille fois raison. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Après, je ne peux pas, j'aurais pu dire que des choses. Peut-être pour conclure, 3 secondes. Mais Je, prends ton temps, je pensais, en tout va parlant bien. des dieux qui ne parlent pas, tout ça, des dieux qui écrivent pas, tu parlais, je me disais ça, que on a eu des phases, le monothéisme est quand même pénible. Je vais essayer d'en dire 3 mots. C'est pour ça qu'il ne parle pas à tout le monde, parce que c'est trop. On a beaucoup perdu avec le politisme. Je pense que Dieu intervient, il y a un Dieu initial qui est Abraham, tout ça, qui est le Dieu qui intervient tout le temps. Un Dieu, c'est le monothéisme, un Dieu qui intervient tout le temps, partout et toujours. C'est-à-dire, ensuite, avec la philosophie, je dirais, le Dieu se tait, avec l'AMI, tout ça. Les dieux ne parlent plus, ils ne parlent pas à Kant, ils ne parlent pas. Ils parlent plus, mais ils sont positionnés comme. Ils interviennent comme cause efficiente et comme origine. Mais ils gardent leur trait originaire. Ils ne se mélangent pas. Ils ne viennent pas, ils viennent pas parmi nous. Et puis, il y a le Dieu qui est moi le plus proche, si tant est, c'est le Dieu qui n'intervient jamais. C'est le Dieu qui s'est déjà toujours retiré. C'est le Dieu, pour moi c'est ça, l'art est une convocation. Et puis il y a le dernier Dieu, je dirais celui qui est effectivement, qui est quand même le coup de génie de Nietzsche, c'est de dire même si Dieu, si tous ces 3 dieux n'existent pas, il faut quand même le tuer. Donc il y a le Dieu toujours déjà mort. Et ces 4 figures du monothéisme sont 4 figures presque toutes catastrophiques, je veux dire, sauf celle où il faut tuer Dieu, mais je veux dire, le boulot est déjà fait. On ne tue pas un mort. Voilà. Je voulais finir là-dessus pour un peu de plaisir. Mais je pense que l'important, c'est les grottes. Je suis plus que d'accord. Je trouve ça beaucoup plus ouvrant de renverser le sens que je donnais à cette main qui avait pris pour moi une main. Il y a une main dans l'espace qui s'est arrêtée. Et peut-être que c'est. Oui, elle s'est arrêtée, mais la grotte est venue vers nous. Laissez venir vers nous la grotte. Non, mais c'est vraiment un grand plaisir. On va peut-être en rester là. Personne ne nous empêche d'y revenir dans un autre entretien, hein. Nous avons tout notre temps, mais euh, c'est c'est un plaisir euh, de rester dans cette dimension vertigineuse de la relation de la pensée à ce qui n'est pas elle, au fond, que tu ne cesses d'ouvrir dans ce que tu écris et dans ce que tu dis. Euh, ben voilà, cet après-midi, nous avons rencontré, je ne sais pas comment l'appeler, l'humanisme paradoxal de Bernard Salignon, Oui, ou l'anti-humanisme tellement oui. humain de Bernard Salignon, ce qui est très bien avec euh, euh, tout ce qu'on t'entend dire et tout ce qu'on te voit faire, c'est que on voit bien que l'exercice de la pensée a quelque chose à voir. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on pourrait euh, déterminer comme voisin de je ne sais quel calcul. L'exercice de la pensée est à la fois terriblement loin de nous lorsque nous y avons affaire et en même temps incroyablement proche. Merci Bernard Salignon. Avant avant que nous nous quittions, donc je rappelle le titre du livre une dernière fois. C'est Les déclinaisons du réel, la voie, l'art, l'éternel retour, aux éditions du Cerf, dans la collection La Nuit surveillée. Merci beaucoup.
À bientôt et tout le temps. Merci.